Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vous prendrez bien un film. Voilà, tout nouveau podcast que j'ai instauré avec notre ami donc Simon. Et moi c'est Arthur, donc on va se présenter un petit peu pour démarrer. Donc moi je suis vidéaste photographe, je fais des vidéos de publicité, je fais des clips, je fais pas mal de choses et je fais un peu de fiction quand évidemment c'est possible parce que c'est compliqué de faire de la fiction. Et Simon, si tu peux te présenter un petit peu. Salut, alors moi c'est Simon. Alors moi c'est vraiment plus de la passion cinéma. Je travaille pas dedans, mais voilà, passionné de cinéma depuis Non longtemps. plus, je fais pas de cinéma. Hein. Oui, enfin t'es dans la vidéo. Voilà. Après j'ai tourné des choses en amateur comme ça, mais donc fan de cinéma depuis longtemps, dans le théâtre, et plus précisément dans le théâtre d'impro en ce moment. Donc, le théâtre d'impro. Voilà. Okay. Et, content d'être là. Et content de pouvoir enfin faire ce petit podcast qu'on voulait faire depuis déjà un petit moment. Tout à fait. C'est une première pour nous, donc soyez un petit peu indulgents. On débute dans la matière, si on bafouille un peu, si on prend notre temps, on va essayer de ne pas prendre trop de temps non plus, mais voilà. C'est un test, c'est un début. L'idée, c'est d'échanger sur un film, donc d'actu ou pas, hein, selon si on a envie d'en parler ou pas. Donc ce sera moi et Simon principalement, mais il pourrait y avoir d'autres gens qui pourront nous rejoindre ou qui pourront aller venir de temps en temps. Pas de régularité pour le moment, on fait selon nos envies. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. On sera sur YouTube et sur une plateforme de podcast qu'on n'a pas encore déterminée à l'enregistrement, mais on verra, ça va arriver très très vite. Voilà. Évidemment, on peut pas parler d'un film sans spoiler, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah oui. Là oui. c'est un peu triste, tu peux pas dire c'est cool comme film, allez le voir. Voilà, tu peux dire ça sans spoiler, tu vois. Ouais. Déjà, je pense parler du début, puis c'est bon. C'est ça, mais je pense que déjà résumer un film, c'est déjà commencer à spoiler. Mais bon, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures, mais on va pas faire ça. De quoi on va parler aujourd'hui, mon cher Simon? On va parler de Avatar 2, La Voix de l'eau, de James Cameron. La Voix de l'eau, tout à fait, de James Cameron. Est-ce qu'on peut parler déjà du premier Avatar? Avatar, c'est de la science-fiction, donc une planète lointaine de la Terre qui est colonisée par les humains, avec une peuplade, on va dire humanoïde, voilà. C'est ça, les navis. Ouais. Les navis qui sont très proches des humains, en plus grand, en plus sauvage entre guillemets, mais voilà, une peuplade totalement civilisée, mais où qui est envahi par les humains, quoi. C'est un peu comme si, c'est un peu notre version à nous, si on avait su dompter la nature et profiter plus de la nature que de l'exploiter finalement. Voilà. Et une histoire qui se rapproche beaucoup, vraisemblablement, de Pocahontas dans la construction. Voilà, de tous ces mythes-là qui sont des histoires vachement importantes et qui sont raconté et re-raconté. C'est ça. Et d'ailleurs, même Pocahontas, qui aurait été, selon quelqu'un que je connais très bien, qui a été inspiré par un film d'animation qui s'appelle Zack et Krista. Je connais pas du tout. Tu demanderas à Aurore. Enfin, je sais pas si tu peux en parler, tu peux citer notre amie Aurore, voilà, qui nous écoute peut-être. Et qui sera content d'être cité, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de Pocahontas, elle adore ce dessin animé-là. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas de quand il date, mais il est un peu ancien, mais voilà, Zack et Krista, où c'est dans la construction, c'est vraiment ça. Là, où c'est des peuples miniatures qui vivent. Alors, je ne connais pas trop la teneur de la chose, mais la construction, c'est vraiment celle-là, quoi. Voilà. D'accord, c'est quand même un format d'histoire qui a déjà été répété maintes et maintes fois. Enfin, même tu peux citer Danse avec les loups. Oui, voilà, enfin, il y a un paquet de films sur ce type d'histoire. Voilà. Donc, c'est sorti en décembre 2009. Donc, ça fait quand même déjà 13 ans. Du coup, 13 ans plus tard, Avatar 2. Du coup. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du premier, enfin, ton ressenti perso? Avatar, déjà, il y avait énormément d'attentes qui avaient été créées à l'époque, déjà, puisque toutes les
les magazines, les spécialistes du cinéma se gargarisaient en disant que ça allait être une révolution. Et effectivement, visuellement, ça l'a été. Hein. La promesse était tenue. Hein. Voilà, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Hein. C'était vraiment, tu étais englobé dans un univers. Puis il y avait déjà eu la 3D à ce moment-là aussi, voilà, au cinéma. Et c'est vraiment pour le coup lui qui l'a ramené. Enfin, il y a eu des films juste avant Avatar qui se sont faits parce que Cameron avait créé de nouvelles caméras, les 3D Fusion. Du coup, d'autres réalisateurs avaient entendu parler de ces caméras et du coup, on avait eu pour d'autres films qui sont sortis juste avant Avatar. Par exemple, le film Voyage au centre de la Terre, qui était absolument ignoble, mais... Ah, je l'ai pas vu. avec Brendan Fraser, là. Ouais, c'était ça. C'était vraiment pas ouf, Ouais. mais du coup, qui avait bénéficié des caméras 3D de Cameron à ce moment-là. D'accord. Ah bah, écoute, tu m'apprends ça. Voilà. Donc c'est arrivé vraiment avec Avatar sur le retour de la 3D. En fait, il a révolutionné, il a poussé les choses qui étaient déjà en place. Il les a vraiment poussées, il a pris 10 ans d'avance. Et puis il a même adapté même par l'occasion, genre Titanic, il a post-converti. Et il a pris le temps de le faire et c'est très bien fait parce que c'est excellent. Parce que je me rappelle que moi les premières 3D artificielles entre guillemets, elles étaient absolument dégueulasses. Genre pour pas se nommer le choc des titans avec Sam Worthington justement. Ouais, et qui s'est fait au même moment. Hein. Ils tournaient les deux en même temps, je crois, ou je sais plus. Enfin, il y avait une histoire, c'était quasi en même temps. Je me rappelle au cinéma, mais le choc quand j'ai vu ça, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était ignoble. T'avais l'impression d'avoir des personnages en carton. Tu sais, t'avais la première couche et la deuxième couche derrière. Quoi. C'était vraiment comme des aplats en fait découpés que tu aurais posés les uns sur les autres parce que les gars avaient pas le temps. En fait, ils ont fait ça en très peu de temps. Là où sur Titanic ou même sur Jurassic Park, je vais essayer de placer Jurassic Park à chaque fois, c'est mon film préféré. J'ai failli le sortir quand j'ai dit 3D, mais en fait je dis mais non, c'est pas de James Cameron, c'est que ça marche pas. Et la 3D de Jurassic Park et Titanic, ils ont pris le temps de le faire et le résultat est là et ça fonctionne super bien. D'ailleurs, petite info actualité, Titanic ressort le mois prochain, donc alors je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais il ressort en février. Ils ont fait une restauration 4K et il ressort en 3D du coup au cinéma. Pour une durée limitée, voilà. Moi j'irai le voir perso, j'ai jamais vu sur grand écran encore donc. Ah bon? Ouais. Ah dis donc. J'ai pas partie c'est à l'époque qu'ils l'ont vu. Non, j'ai vu 2. J'étais trop petit. J'ai vu 3 fois moi je crois à l'époque. Mes parents voulaient pas que je le voie donc. Ah ouais? Bah oui. J'avais 7 ans. Ah j'avais 7 ans. Ah ouais, 7 ans c'est limite quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bref. D'accord. Bon. Voilà. Voilà. Ton avis sur Avatar? Donc Avatar, voilà, donc le contrat a été rempli, c'était un super moment, voilà, avec un super casting, vraiment avec un univers dans lequel on se faisait totalement absorber, et c'était un très grand divertissement, voilà, que j'ai vu et que je suis allé revoir d'ailleurs à l'époque, je me rappelle. Combien de fois? Parce que voilà, une fois. Une fois? Une fois, ouais. Un petit joueur. Ah bah oui, mais bon. Je suis allé voir 4 fois. Plus la 5e fois quand ils l'ont ressorti en édition spéciale. Là, je suis pas capable. Moi, au cinéma, le max que j'ai fait, c'est 3 fois. J'ai jamais fait plus que ça. Au-delà de 3 fois, c'est chaud. Ouais. Moi, perso, là, Avatar 2, je suis allé voir 3 fois. Je pense pas qu'une 4e, à moins que vraiment que je tombe sur quelqu'un, un copain qui l'a pas vu, et du coup, je dis, tu viens le voir. Je pense pas que je retournerai le voir. Alors, tu tentes la version 4DX. Ouais, mais la 4DX, je pense que c'est. Enfin, non, mais je dis ça pour rire, moi ça m'intéresse pas du tout. Non plus, je trouve que moi j'ai peur que ça me sorte du film. Un gadget. La 4DX. Pour les gens qui savent pas trop, la 4DX, c'est. T'es dans une salle de cinéma, c'est en 3D, t'as les sièges qui bougent, tu prends de l'eau dans la tronche, des odeurs, des fumées, des machins. Mais ça ressemble plus au Futuroscope, quoi. Et j'ai peur que ça te sorte du film sur 3h15 en plus de films comme ça, je suis pas sûr. Ça fait gadget. Après, les gens aiment bien, j'ai croisé des gens qui aimaient beaucoup ça. Ouais. Voilà, perso, moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment, c'était une grosse claque quand je suis allé le voir. J'avais jamais vu de film 3D en plus avant, et pour moi ça a marché hyper bien. Je trouvais que ça apportait vraiment de l'immersion. Le film repose quand même une grande partie sur l'immersion, et ça apportait vraiment une immersion de dingue, je trouvais. Et tu te laisses emporter par. C'est simple, mais c'est hyper bien foutu. La narration est hyper bien foutue et c'est vraiment narré par l'image, par la mise en scène. Il te fait passer des émotions par l'image. Et ça fonctionne hyper bien. Oui. Voilà, pour faire un rapide tour sur le premier Avatar, puisqu'on ne va pas parler non plus que du premier, parce que le sujet c'est quand même le deuxième.
Donc on va passer sur le Avatar, la voix de l'eau de James Cameron, sorti du coup le 14 décembre dernier, 2022 du coup. Donc on était allés le voir ensemble pour toute première fois, c'était chouette. Oui. Dans les meilleures conditions qui soient en plus, on doit le dire. Hein. Le Dolby, alors les salles Dolby c'est quand même pas mal. Franchement, je valide totalement ça. Je trouve que c'est... pour aller rapidement des salles Dolby, parce qu'on parlait du 4DX juste avant, le Dolby c'est projeté en projecteur laser, donc c'est vraiment une définition, enfin un piqué d'image et un contraste qui sont quand même assez ouf. Enfin, moi j'ai jamais vu ça au Cinoche. Non, là, puis surtout avec un film comme ça, là, c'est vraiment, ça te lave les yeux, quoi. Pas d'autre mot. Ça, quand tu reviens dans une autre salle normale, c'est vrai que tu sens la différence. Après, c'est pas hyper. Enfin, t'oublies rapidement quand tu reviens sur une séance normale, ça va. Oui. Mais c'est vrai que c'est au-dessus, c'est sûr. Ouais. Plus la 3D et plus la HFR, parce que je crois que les séances sont pas toutes en HFR. Alors, ça dépend des séances, ça dépend des cinémas. Là, il y avait le Dolby. Alors, dans la salle Dolby, il y avait le HFR, mais c'était aussi présent dans d'autres salles. Quand je suis retourné le voir, c'était pas en Dolby. D'accord, ok. Et c'était aussi en HFR, et ça marchait hyper. Enfin, on reparlera de la HFR tout à l'heure. Mais... Ouais. Avatar, la voix de l'eau. Du coup, je vais pitcher. Tiens, tu as parlé du premier, je vais parler du deuxième un petit peu. Donc, la voix de l'eau, alors c'est assez compliqué à résumer, parce que c'est quand même un film, enfin je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que c'était un film vachement dense, où il y avait énormément de trucs qu'il voulait raconter. Oui. Mais pour résumer, c'est du coup une quinzaine d'années après le premier opus. Donc Jake Sully a maintenant des gamins. Oui, c'est ça. Ils font une belle famille. Et du coup, les humains reviennent. Spoiler. Mais bon, on s'en doutait un petit peu. Non, tout se passe bien pendant 3 heures. C'est ça. C'est la belle vie. Non, c'est bon, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc les humains reviennent et forcément, là cette fois-ci, en fait, ils reviennent pour non pas pour piller les ressources, mais pour carrément s'installer, puisque la Terre se meurt, bien plus que dans le précédent, a priori. D'où leur vient cette idée, on ne sait pas. La Terre se meurt, c'est de la science-fiction. C'est impensable. Voilà. Ouais. Et du coup, ils arrivent, ils débarquent, et forcément, le conflit revient. Jake Sully mène une guérilla, une rébellion. Une résistance, quoi. Une résistance, voilà, contre les humains. Et les humains, un peu pris au dépourvu, font appel, du coup, à une nouvelle espèce d'unité d'avatar, un peu spéciaux, qui sont des Marines, qui, a priori, dans le précédent film, ils avaient prévu le coup, en sauvegardant la mémoire de plusieurs officiers, dont le méchant du premier, le colonel Quaritch. Sympathique colonel. Sympathique. Un peu caricatural, je trouve. Oui. Mais le viril puissance 1000. Mais ça marche, moi je l'aime bien. Oui, il est... Et du coup, il y a des soldats, on a précisé, soldats décédés, logiquement. Oui, c'est ça en fait. Du moins lui. Les autres aussi. Les autres aussi étaient décédés dans le précédent. Pendant la dernière bataille, justement. Donc, ils ont sauvegardé leur mémoire, juste leur mémoire, pas leur conscience. La petite subtilité, c'est que c'est pas la même personne. Oui. C'est un clone de Quaritch. C'est un copier-coller. C'est un copier-coller, c'est une copie de lui-même. Il est lui sans être lui. Mais du coup, c'est une nouvelle personne. Oui. Et c'est ça aussi que veut montrer le film. Oui. Et du coup, son mission, c'est de retrouver Jack et de le buter. Oui. Voilà. Forcément, ça se résume à ça sur le début de l'histoire, et du coup, il va devoir choisir entre affronter Quaritch et les humains, ou fuir et protéger sa famille finalement. Parce que ça va être son obsession, c'est de protéger sa famille. Et protéger aussi finalement le peuple qui l'a accueilli. C'est ça, en fuyant et en leur évitant de se faire attaquer. Voilà pour résumer un petit peu. Donc il va fuir et ils vont se retrouver sur une nouvelle peuplade Na'vi qui sont des Na'vi de loup. C'est le peuple Metkayina. Et ils vont devoir du coup arriver comme des réfugiés et se faire accepter et devoir se cacher sur cette peuplade. Voilà pour résumer un petit peu. Peuplade qui clairement fait penser au peuple polynésien. Ce serait un peu les Polynésiens, je trouve, de Pandora. C'est vraiment ça, quoi. Dans le style, les tatouages, tout ça. Très inspiré aussi des... il me semble qu'ils en parlent... ils en ont parlé en interview des peuples de Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça, c'est très proche. Hein. Donc, oui. D'ailleurs, il y a eu une accusation d'appropriation culturelle. Vraiment, c'est un peu abusé. Mais toujours qu'il y en ait qui... L'origine du film, donc du coup, très en attente. Oui. Très en attente, pourquoi ? Très en attente, parce que ça fait longtemps.
Merci Simon. C'était une fin de podcast. Voilà, c'est ça. Merci, au revoir. Mais il y a eu... il n'y avait pas qu'une suite de prévus finalement, parce que du coup, en fait, ils ont écrit... Enfin, Cameron a écrit avec d'autres scénaristes. Du coup, cette fois-ci, ils sont entourés de scénaristes, il a écrit plusieurs suites. Je pense que c'est compliqué d'écrire finalement de la simplicité en ayant quelque chose d'efficace. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est paradoxalement, c'est ce qu'on lui reproche, c'est que finalement, les scénarios sont simples. Ça fait j'en parlais avec plusieurs personnes, ça fait 2 personnes qui me disent ouais, je l'ai vu, alors c'est super, mais par contre, niveau scénario, l'histoire, elle est bateau, quoi, elle est banale. Voilà, il défend. Alors tu peux pas leur dire non, effectivement, mais alors déjà, je trouve que bon, c'est annoncé comme un grand divertissement, quoi. Dès lors, tu sais bien que voilà, il veut pas révolutionner. Ça va pas être un thriller avec des tiroirs partout. C'est un grand film de divertissement. Et pour autant, c'est pas parce que t'as pas un scénario tortueux qui va dans tous les sens. À la Nolan, par exemple. Voilà, que tu peux pas raconter des choses, parler de ce qui t'est cher, de ce qui t'est important, genre les liens familiaux, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça revient. J'étais étonné à ce point-là, c'est que les gens, c'est un peu proportionnel au fait, justement au côté impressionnant visuel. C'est ah oui, mais du coup, on a l'impression qu'il a écrit ça sur un coin de table, quoi. Oui, alors que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, justement. C'est parce que ça paraît simple, mais je pense que l'écriture, on ne ressent pas tout. Enfin, c'est souvent le cas quand tu vois un film bien fait, c'est que tu te rends pas compte de tout le boulot qu'il y a eu derrière. Et là, je pense que même si ça paraît simple, je pense que c'était compliqué à écrire. Parce que finalement, il est revenu à l'essentiel. Enfin, il revient à l'émotion basique, presque primale en fait du truc. Et tout le monde va le ressentir en fait. Enfin, c'est un truc vachement universel. Enfin bref, on va développer ça un petit peu après. Et du coup, 13 ans aussi, parce qu'il a fallu développer de nouvelles technologies pour filmer sur, sous et à la limite en fait, de l'eau. sur la surface de l'eau, et juste quand les personnages sont entre les deux, il y avait une autre technologie encore adaptée qu'ils ont dû inventer avec ses équipes. Et comme c'est un gros maniaque qui ne lésine pas... C'est avant tout un ingénieur, le mec. Hein. Il connaît son truc. Hein. Quand tu vois ce qu'il a fait, déjà même personnellement, quand il a exploré la fosse des Mariannes tout seul. Il a passé énormément de temps à faire des documentaires et à explorer et à inventer des submersibles. Des submersibles dans des profondeurs. Ça, entre Titanic et Avatar, il a fait ça. Tout le monde se disait où est-ce qu'il est passé. Désolé si on entend un petit chat, c'est mon petit chat. Il veut absolument entrer, il essaie de pousser la baie vitrée. On va lui ouvrir, je pense. On va faire une petite coupure ici. Du coup, on parlait de l'histoire classique d'Avatar, du 1 et du 2 d'ailleurs, qui donc sont puisés dans plein de genres et remet en image des choses qu'on a déjà vues finalement, mais avec un nouveau regard, je trouve. Il te redit, regarde, c'est cool en fait. ouais, c'est ça. Il transpose un peu le côté western. C'est du déjà vu, mais tu vois, c'est du déjà vu, mais c'est tu l'as jamais vu comme ça. C'est à sa manière à lui, quoi. Avec ses moyens qu'il a maintenant. C'est ça. Et forcément, En fait, c'est vraiment le côté conteur d'histoire, tu vois. T'as plein de gens qui vont te raconter la même histoire, sauf que ça va jamais être pareil parce que le conteur, il va te la raconter différemment, il va rajouter des effets de lumière, des machins, des trucs, au coin du feu ou pas. Là, Cameron, lui, c'est le plein de technologies. Il met la gomme. Il met la gomme, clairement. Il met la gomme par rapport à d'autres productions qu'on a pu voir cette année, même l'année dernière, même. Je sais pas, la dernière fois, j'ai vu un truc aussi punchy, quoi. Et aussi sincère, en fait, et généreux, tu vois, dans l'action, dans le. Donc oui, histoire simple, mais qui est projetée un nouveau regard, et avec pas mal de sujets assez pertinents. Oui. Avec la nouveauté en plus du monde de l'eau, quoi. Qu'est-ce qu'il peut en faire de ça, quoi. Comment il va la présenter, comment il présente le village au bord de l'eau, avec toutes ses particularités architecturales, comment ils utilisent la nature à leur profit pour vivre dans cet environnement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des outils que tu vois à l'image, même dans le premier, c'était le cas aussi, ils les ont fabriqués. C'est-à-dire que tout ce que les couteaux, les bijoux, les trucs comme ça des personnages ont été fabriqués réellement pour pouvoir être sûr que ça peut se faire en fait, ça tient la route, quoi. Donc c'est intéressant de voir qu'il met le point sur
enfin, il fait vraiment gaffe à ce qu'il y ait on sente qu'il y a une culture, qu'il y a un passif, qu'il y ait tout un univers qui soit là, quoi. Même si tu en vois pas, tu t'attardes pas dessus, tu sens qu'il est là. Et ça, c'est fort, je trouve. Oui. Évidemment, il y a le point écologie, clairement, qui est bien mis en avant et qui arrive à point nommé, puisque ça fait quand même vachement écho à ce qui se passe aujourd'hui. Oh, bah là, oui. Plus que jamais. Déjà, il y a 13 ans, c'était déjà très parlant, mais là... Oui, là encore plus. On a fait un petit pas de plus, là. C'est ça. Mais là où un film classique, sur d'autres films où c'est un peu plus moralisateur, enfin on voit des documentaires aussi où c'est vraiment c'est la merde, on va tous mourir et on peut rien y faire, où vraiment c'est de ta faute, regarde, fais gaffe à ce que tu fais, machin, ça peut être assommant, ça peut être gênant pour beaucoup de gens. Moi le premier, je trouve ça un peu agaçant parfois, même si je suis complètement sensible à ce genre de choses. Moi je trouve ça un peu agaçant qu'on me fasse la morale en permanence. Même si c'est compréhensible, puisque beaucoup de gens ne font rien, surtout ceux qui sont vraiment concernés finalement. Là où je trouve que Cameron, et il le dit d'ailleurs dans une interview, il passe vraiment par le ressenti, par l'émotion, pour faire passer son message. Oui. Donc il va pas faire dire à ses personnages, regarde, c'est pas bien ce que tu fais, c'est plus, il va te mettre dans des situations où tu vas vraiment ressentir la tristesse, la peur, quoi, face à ça en fait. Oui, c'est ça, il t'oblige à te faire ton propre jugement et voilà, et puis à t'emmener là où il veut t'emmener, quoi. C'est ça. Si t'es embarqué en fait, tu peux pas, t'es happé par le film dès le début, je trouve. Tu vois. Oui. C'est comme si t'avais une fenêtre devant toi, on trouve une fenêtre et on te dit allez hop c'est parti et tu plonges dedans, quoi. Puis il a une manière vraiment aussi de l'attaquer, vraiment finalement comme si s'était jamais arrêté quelque part, quoi. C'est vraiment la cérémonie et peuplade, il fait pas, c'est un début très simple en fait, quoi. Oui. Et d'ailleurs moi je trouve que c'est même presque trop rapide sur le début. Ah ouais. Ouais, je trouvais que le rythme était très rapide sur le début, jusqu'au moment où finalement Quaritch arrive. Ouais. C'est très très rushé, je trouve. Mais bon, c'est un petit point négatif. Je pense qu'à mon avis ça a dû le tirailler parce que vu la longueur que fait déjà le film, c'est que... Alors est-ce qu'il y aura une version longue? Ça c'est la grande question. Moi j'attends la version longue. Justement cette partie sera peut-être un peu plus... Je sais pas, j'en sais rien. Mais une petite version de 4h50. Ah ben voilà. Tout à fait. Ouais. Du coup, je parlais des histoires simples et des histoires reprises. On est quand même sur vraiment des mythes. Des mythes fondateurs qui sont racontés depuis très longtemps et qui là sont repris par Cameron. Et du coup, ça parle à tout le monde en fait. Et c'est peut-être ça en partie qui explique son succès en ce moment, parce que là, il me semble qu'on a dépassé des millions d'entrées en France. Ouais. 10 millions. Il est à... tassé. Je sais pas combien, il faudrait regarder, mais je sais pas à combien il est dans le monde, mais clairement ça marche très très bien. Ça marche bien, les gens y vont. Et justement, Cameron s'en félicite de ça et dernièrement a taclé les plateformes de streaming en disant vous voyez, les gens en fait ils retournent au cinéma. Oui. Tout le monde a eu peur, hein, mais lui le premier, il disait que pendant la pandémie, il parlait avec ses amis réalisateurs, il disait mais on est foutus. Enfin, on va jamais s'en sortir. Avatar, c'est fini. Enfin, tu vois. Ils étaient vraiment en train de se dire c'est foutu. Et finalement, non, ça revient et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Parce que l'expérience de la salle, t'as beau avoir un vidéo proche et un super écran, c'est irremplaçable parce que t'as vraiment... t'es plongé dedans. En fait. C'est une immersion que tu peux pas retrouver ailleurs. Tu peux pas, ou alors t'es très riche, quoi. Ou alors t'es très très riche. Et même en étant très riche, ta vidéo, tu peux l'arrêter, tu peux sortir, enfin tu vois, tu peux... Alors que là, tu n'arrêtes pas la vidéo, tu peux pas, et tu dois... Enfin, le film plutôt. Tu dois le suivre, quoi. Et ça accapare toute ton attention au cinéma, contrairement, je trouve, à... Enfin bref, on pourrait digresser là-dessus pendant des heures. Mais on va revenir au film. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des personnages, du coup un petit peu. Volontiers. On commence par quoi? Par Jake Sully Jake Sully, Jake Sully. Repassons par le principal. Jake Sully. Qu'est-ce qui devient Jake Sully dans Avatar 2? Jake Sully, alors, il a pris la place du chef, il est devenu chef. À la fin du premier. Voilà, puisque le père de Neytiri meurt dans le premier. Voilà, dans la scène de combat final. Oui. Et donc devient chef. Non, pas dans le combat final. Non. Le père de Neytiri, il meurt un peu avant. Quand non, c'est le moment de l'arbre, là, de l'arbre géant. C'est l'arbre qui s'écroule, et du coup, son père se prend un énorme morceau de bois bien tranchant dans le ventre. Donc, voilà. c'est fini pour lui. Voilà. Et du coup, c'est Tsutei qui reprend C'est ça.
Du coup, c'était un autre personnage, Tsute, je sais plus si tu vois. Si. Ouais. Et du coup, au début du film, du deuxième, il laisse tomber. Parce qu'il faut qu'il fuit. Donc, il est en mode, non, je laisse tomber, j'abandonne. Oui, c'est ça. Il y a quand même tout le moment, enfin, ils installent un petit peu la... Bon, on reste sur le personnage, mais bon, en gros, ils installent un petit peu, ils montrent sa famille, un petit peu comment ça se déroule, et puis très vite, les vaisseaux qui arrivent, les humains arrivent. J'ai adoré d'ailleurs ce plan-là, des vaisseaux qui arrivent, humains qui arrivent dans le ciel quand on voit. Tu vois juste une étoile au début. Et qu'on voit vraiment, comme ils disent, la décélération des vaisseaux. Et c'est marrant parce que c'est hyper fidèle en fait à un documentaire que j'ai pu voir moi sur Arte ou je sais plus où ils montrent que, dans un avenir proche, quand on sera capable, si on veut le faire, si on n'a pas autre chose à foutre que ça, mais envoyer des vaisseaux, très très loin, et ils ont un peu repris la forme de ces vaisseaux-là avec des espèces de grands miroirs et t'expliquer que qu'il faut du temps pour accélérer beaucoup, pour aller à des vitesses folles, mais il faut presque autant de temps pour ralentir en fait, avec une force considérable pour ralentir, parce que dans l'univers, il n'y a rien qui t'arrête, t'as pas d'air, t'as pas de frottement, il faut des trucs énormes pour pouvoir t'arrêter aussi, ralentir pendant longtemps. Et j'ai trouvé ça hyper bien, et le plan est hyper chouette. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, ils ont, en tout cas Cameron en partie, a beaucoup étudié ça dès le premier film. C'est le même vaisseau qu'on voit au début du film, de Avatar, du premier du nom, et ce vaisseau-là, tu le vois juste sur 4-5 plans, enfin c'est assez rapide sur le premier film. Mais déjà à l'époque, il avait vraiment fait attention à ce que ce soit cohérent au niveau de... techniquement. C'est-à-dire qu'il a vraiment étudié ça. Enfin, tout ce que tu vois sur le vaisseau, ça a du sens et ça sert à quelque chose. Et c'est placé là parce que ça doit servir à telle chose. Et du coup, dans le deuxième, tu vois un peu plus de choses, quoi, mais c'était déjà mis en place sur le premier, ce genre de détails. Ce qui ajoute encore une fois au réalisme du film. Quoi. C'est ça. Et à l'immersion, forcément. Oui. Et puis, très beau, vraiment, un très beau plan, en tout cas, avec les miroirs, justement, les miroirs du vaisseau qui reflètent Pandora, en fait. C'est super beau. C'est clair. Voilà. Et donc, Jack Sully. Jack Sully. Et donc, on dévie un peu. C'est ma faute. C'est ma faute. Et donc, Jack Sully, qui, forcé de fuir pour la voie de la raison, quoi. Pour éviter un bain de sang, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, il dit adieu à son statut de chef. Petit truc, c'est assez sympa, c'est que quand justement il cède son statut, il doit se faire tuer normalement. Enfin, un chef, dans leur tribu, le chef doit tuer le précédent, traditionnellement. Donc là, il n'allait pas le faire, c'est un peu bizarre de tuer le... Mais du coup, il le blesse, tu sais, il lui fait une coupure sur le torse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à la toute fin du film, et là on pourra parler aussi du coup enchaîner avec un autre personnage qui est Spider, qui est le petit humain du coup qui est le fils de Quaritch et qui du coup grandit dans ce qui reste de la station qui a été installée par les humains sur Pandora, mais qui est beaucoup élevé, qui a été adopté entre guillemets, enfin qui n'est pas adopté mais qui grandit parmi la famille de Jack Sully, qui vit comme eux, quoi, qui a envie en tout cas de devenir naïf, clairement. Il se peinturlure de partout et tout. Et lui, personnage intéressant parce que du coup lui à un moment donné dans le film, du coup il va vouloir à un moment donné aussi être tiraillé entre le fait de rejoindre son père ou de... Enfin voilà, il a quand même un petit problème là-dessus. Parce que Quaritch est son père, du coup, il s'en rend compte assez rapidement, et il le sait même dès le début, je crois d'ailleurs. À un moment donné, ils vont capturer les enfants de Jake pour pouvoir faire moyen de pression, on va dire. Et du coup, il se retrouve avec Spider, et du coup, il se rend compte que c'est son fils, et tout avatar qu'il est, ça le touche. Il se dit, attends, c'est mon fils. Il s'attache à lui finalement très rapidement. Et c'est là où c'est un peu maladroit parce que tu sens que Spider va se retourner un petit peu, mais c'est entre autres dû, je pense, à l'acteur. Je trouve que l'acteur est un peu fadasse sur certains moments. C'est vrai qu'il a fait parler un peu. Après, il m'intéressait pas beaucoup, moi. Moi, ça m'intrigue la relation qu'il a avec Quaritch. Maintenant, lui, le personnage est pas... Moi, je trouvais ça... Moi, j'étais plus attiré justement par l'intérêt qu'avait l'avatar de Quaritch, qui finalement, avec la mémoire de Quaritch, et a de l'affection pour ce gamin, quoi. Alors que justement, c'est une grosse brute, vraiment, qui est assez insensible, mais qui a de l'affection pour... Qui a son petit cœur de chocolat. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que donc, je parlais de Jack qui se sépare de son statut de chef en étant blessé, symboliquement en étant tué en fait, et séparé du coup du groupe.
Là où à la fin, Spider est retenu et a un couteau sous la gorge, en fait, Neytiri le menace et elle le blesse de la même manière que Jake était blessé au début du film. Ah oui, écoute. Sachant qu'elle, dès le début, on comprend que Spider c'est un humain, c'est pas un avis, point. Elle n'arrive pas encore. Elle est vraiment dans la non-acceptation du fait que des humains peuvent. Et puis elle a son fils qui vient de se faire tuer quand même. Voilà. À ce moment-là aussi. Mais déjà t'as ce filigrane dès le début où Neytiri, les humains, ça fait pas partie du clan, c'est pas possible en fait. Et du coup, à la fin, c'est confirmé par ce truc un peu symbolique de cette blessure en fait qui est quasiment la même. Hein. C'est pas anodin, je pense. En gros, tu fais plus partie du clan, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'interprétais. Ouais. Bon, de toute façon, il y a une réflexion intense là par rapport au futur de ce gamin-là. Dans les autres épisodes, à mon avis, ça va être. Ça va prendre un tournant. C'est clair. Clairement. Ouais. Et du coup, Neytiri, donc celle qui est la compagne de Jake, je la trouvais un petit peu en retrait. Par rapport au premier ? Ouais, sur les premiers visionnages. Puis là, en fait, je trouve qu'elle apporte quand même ce truc. Elle s'oppose toujours à ses décisions à lui. Elle refuse de fuir, en fait. Elle va vraiment à contre-courant pendant quasiment tout le film. Elle subit plus qu'autre chose, en fait. Et à la fin, elle explose, quoi. Tu vois sa fureur à la fin. Oui, c'est ça. Là, c'est l'état. Elle fait vraiment peur, quoi, à la fin. Oui, donc les enfants, finalement, de Jake et Neytiri, donc Neteyam, qui était l'aîné, qui meurt à un moment donné. Je trouve que c'est pareil, lui, on le voit un petit peu. Enfin, on le sent présent, mais je pense que sur le premier visionnage, ça m'a pas beaucoup impacté, sa mort, parce que finalement, c'est le personnage que tu développes le moins, je trouve. C'est ça lui fait un paquet de personnages à développer, mine de rien, avec la famille entre eux. Mais je trouve qu'il s'en sort bien entre tous les personnages, mais il y en a certains qui sont un petit peu en retrait. Même si. Quand t'as 4 enfants, ça doit être galère. J'imagine pas. J'ai pas d'enfants, je sais pas. Mais... non, pareil. Mais voilà, tu dis que. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir de la longueur, mais forcément, tu peux pas. C'est compliqué. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses à rentrer dans ce film, dont beaucoup de personnages. Et tu sens quand même que c'est compliqué. Enfin, ça passe bien, mais ça aurait pu être très indigeste, mais il y a vraiment des moments où je me dis waouh, ok, on passe de l'un à l'autre, tu vois, on oscille entre Quaritch, entre le gamin 1, tous les gamins de Jack et tout, qui ont tous une histoire à raconter. C'est très dense. Et ça passe bien. La peuplade de l'eau, le chef, de l'eau, tu dois découvrir. Sa femme. Ouais, ils ont tous un truc, quoi. Ils ont tous un background énorme, enfants, tu sens. C'est ça. Et du coup, ce grand frère, je trouvais que finalement, au revisionnage, tu vois, je faisais un peu plus attention à lui, et effectivement, oui, avec un parcours vachement intéressant. Regard, du coup, tu sais que lui. Et c'est vraiment le grand frère protecteur, tu vois. C'est lui qui c'est un peu le grand frère parfait, l'espèce d'enfant modèle, un peu, quoi. Tu vois. Contrairement, du coup, à son frère, Loak, qui, pour le coup, c'est plus l'ado qui en fait un peu que sa tronche. Ouais. C'est. Le syndrome du deuxième, un peu, du troisième. Il y a un peu de ça, peut-être, je sais pas. En plus, de toute façon, ça aurait été un peu maladroit de faire 2 gamins avec exactement le même tempérament. Ça aurait pas été très intéressant. Oui, de toute façon, il fallait différencier, c'est sûr. Mais ils ont tous un truc intéressant. Moi, j'ai beaucoup été attaché, je me suis beaucoup attaché à Loak. Je trouve que c'était vraiment son côté exclu, et quand il se retrouve à s'attacher avec le Tulkun. Ah oui. qui est un truc super intéressant et vraiment très beau en plus. Où tu vois vraiment le truc arriver à la fin quand même du personnage qui a fauté mais qui va se racheter à un moment forcément. Mais c'est très beau. Mais ça marche. Mais ça marche. Oui. Mais et ouais, ce truc-là, alors effectivement, le moment où ça, c'est un autre truc aussi qui m'a... Premier visionnage, j'ai fait waouh. Le moment où il commence à parler avec une baleine. Oui. J'ai mis un petit peu de temps à dire ok, d'accord. Ouais. Avec des baleines finalement qui ont plus quasiment pareil, qui font les mêmes bruits que les baleines terrestres, un peu de choses près. Il y a tous les éléments globalement de Pandora sont très très proches de ce que tu connais déjà, pour pas te sortir, pour pas te... Tu te sens pas perdu en fait sur Pandora. On fait tout pour te montrer que c'est l'alter ego d'une baleine, quoi. Vraiment, et globalement, toutes les baleines, c'est l'alter ego de la Terre, quoi. C'est ça. Globalement, c'est un petit clin d'œil, genre, regarde ce que pourrait être la Terre si on faisait pas les cons. Et la baleine qui est un peu un symbole aussi de la surpêche, de l'omniprésence de l'homme, victime. Mais du coup, c'est complètement appuyé par la scène de chasse. Oui. Tu vois, qui est vachement bien faite aussi.
avec justement des chasseurs de baleines. Et parmi les chasseurs de baleines, tu as un biologiste complètement blasé, oui, qui est en mode, qui sait qu'il fait de la merde. et qui peut pas faire grand chose, Ouais, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Qui est bien content même à la fin de la déroute finalement des humains, Ouais. qui se réjouit, quoi. Oui, c'est ça. Parce Qui au moment du combat final, justement, où le Tulkun, pas Yakan, le Tulkun qui s'est lié d'amitié avec Loak, attaque le bateau. Et là, ça fait Et mal. alors, ce qui est intéressant, c'est que Payakan, il a une nageoire en moins, Oui. qui s'est fait trancher. Et bizarrement, il y a un très payoff ironique. là-dessus où justement le chasseur de baleine se fait trancher le bras. Trancher mais le bras avec un câble, avec là, un c'est câble. affreux. C'est le truc le plus affreux du film. Ah, moi. c'est clair. Ouais, c'est peut-être Mais- c'est peut-être juste à cause de ce plan-là que le film est genre il y a un petit avertissement quand même, parce que sinon il y a Ah ouais rien. Ah ouais, t'as un petit triangle quand même, c'est que c'est tout public, mais certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes. Mais C'est je ça. pense que c'est Et ben ça, c'est à cause de ce je plan-là. pense Je suis que sûr c'est parce qu'il y a vraiment que ça, quoi. J'ai pas relevé d'autres plans dans le film où vraiment tu te dis, waouh, c'est violent, tu vois. Et encore, il y a même pas de sang, quoi. C'est vraiment juste le bras qui vole dans l'eau et T'as quand même un gamin qui meurt. il y a un gamin qui meurt. Quand même, Ouais. tu vois, c'est Mais c'est pas pas sanglant visuellement, et c'est tout. pas visuellement Ouais, mais effrayant. c'est- Enfin, ou pas, c'est pas l'histoire, c'est ouais. quand même dur, quoi. Ah, c'est dur. Hein. Enfin, j'emmènerais pas un gamin trop jeune voir ça non plus, même Non, rien que pour ça, tu vois. Bref. Rien que pour la longueur aussi, parce que les gamins en 3 heures de film, c'est... Ouais, mais je pense que les gamins peuvent... Enfin, ouais. Non, je pense pas. J'en ai pas. Je parle vraiment. Là, je suis Non, en roue libre. je pense que Ouais. Enfin, je connais des gamins qui ont maté le premier, qui fait 2h45. Ça va. Hein. Si c'est bien rythmé, si ça prend, enfin, personnellement, les 3h15, je les ai pas sentis passer. C'est vrai. Pareil. Ça se vit comme un film de 2h30, quoi. Tu vois. J'ai pas senti. Il y a 1 heure en plus, je sais pas où elle est passée. Non, mais c'est ça. C'est là aussi, c'est l'apanage des bons films, c'est que ils peuvent faire la durée qu'ils veulent. Ouais. Bah, t'es posé, puis tu fais déjà, ok. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, un voilà. personnage, ouais, voilà. Bon, Donc, bah, bon, si peut-être. on peut revenir sur les enfants de Jack, du coup. Ouais, allez. Du coup, il restait le petit Touk. La petite Touk. La petite, oui. Bon, qui a pas grand chose à raconter pour l'instant, mais qui est adorable. Oui, donc, sûrement un rôle dans l'avenir. Mais qui a un petit côté humoristique. Oui, aussi, voilà, qui est c'est assez ça, c'est un côté léger. Non, Et vraiment puis- sympa. et Ouais, puis, cette fratrie. Et le personnage vraiment très intéressant, du coup, de la fille adoptive. De Kiri, ouais. Voilà. Ouais. Elle, pour le coup, clairement, ça va être un personnage central dans la suite. Enfin, là, on te l'introduit, mais clairement, on te dit. Enfin, elle vient de l'avatar de Sigourney Weaver, Voilà. du premier. Ils ont essayé Ils ont enfanté son avatar, c'est ça? Alors, l'avatar a engendré un enfant. Oui, c'est ça. On ne sait pas d'où il vient. Oui, c'est ça, on ne sait pas qui est le papa. On ne sait pas qui est le père. C'est ça. Qui a un Et, côté oui. connoté, bon, c'est peut-être, il n'y a peut-être pas de père, tu vois. Oui, c'est ça. Ou c'est Mais peut-être, mais veut dire que c'est un c'est peut-être avatar. c'est peut-être la définité, etc., qui a trafiqué ça. Mais c'est ça qui est déjà particulier, c'est que c'est un avatar Oui. qui est inerte. Il est conservé, Il y mais a pas de personne ne conscience. l'habite. Il y a Voilà. pas de conscience. Et donc, qui a été. Puisque dans le premier, ils essaient de sauvegarder Vu que le la personnage de conscience Sigourney de Weaver est Grace mort, Augustine dans l'avatar de Grace Augustine. Mm. Ça ne marche pas. Ouais. Maintenant, on ne sait pas vraiment comment ça a pu se faire. Mais c'est intéressant de voir ce que ça va Il y a donner. un très beau personnage en tout cas qui sont Ouais. créés parce que déjà vraiment avec les traits de Sigourney Weaver qu'on reconnaît bien, hein, Oui, plus que dans son premier avatar. Oui, je trouve aussi. C'est hein, différent. il y a- Enfin, Après, là, il y a plus Elle de est plus- détails aussi, Oui, c'est ça. de faciès. La technologie là-dessus, c'est vachement amélioré. C'est ça. Du coup, tu sens vraiment que c'est encore plus incarné que dans le premier, je trouve, sur tous les personnages principaux. Oui. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle joue. Il y a une scène quand même où elle joue son avatar, Ouais. elle joue Kiri, et elle joue elle-même qui est sur un écran de contrôle, quand Oui. tu vois Oui. un vidéo, Oui. une vidéo un journal vidéo. Et elle joue tout ça à la fois, et elle le fait trop bien. Oui. Enfin, elle arrive quand même à jouer une gamine de 15 ans. Ouais. Et c'est incroyable. Enfin, ouais. Mais ça, quand on la voit tourner en motion capture, là, avec, je sais pas si on dit ça pour ces C'est la conditions-là. performance capture. Ouais. Et vrai, quand tu la vois, bon, elle a l'âge qu'elle a, mais franchement, physiquement, elle gère. Hein. Ah bah, c'est une super actrice. Enfin, c'est ça non, qui est- c'est ça incroyable. qui est génial, Ouais. ouais. Mais non, elle est top, elle est vraiment top, hein, Sigourney Weaver. Mais puis, cet avatar-là, ce qui est aussi assez fascinant, c'est le métissage dont elle est issue. Oui. Elle a plusieurs caractéristiques humaines. Oui. Alors, Mais comme les tous enfants de Jake C'est comme tous les avatars, finalement. Oui. Tous les avatars. Et du coup, la descendance de Jack, puisque, voilà. Ouais. Euh, Mais tu vois, mais par exemple, je sais qu'elle en a plus.
Parce que je me souviens Oui, que- dans le que les premier, avatars, son nez, c'est un nez d'humain. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle a vraiment le visage. Oui, Même oui. les dents, hein. Tu regardes les Oui, dents. Parce que oui, tu sais, oui. les avatars, même Jake Sully, Ils ont il a des canines il a assez la canine prominentes, pointue. ouais. Et elle a des dents d'humain, vraiment. Oui, quoi. oui, C'est oui, vraiment oui. que tu la Oui, vois c'est sourire. vrai, c'est vrai. Et même, même au niveau des cheveux, il y a quelque chose de très, très humain, en fait. Les cheveux qui lui tombent devant les yeux, là, comme ça. Oui, oui. Et du coup, Ouais. ça la rend vraiment très, très, très hyper attachante, quoi. Ouais. Non pas parce qu'elle est très humaine, mais parce que, du coup, il y a quelque chose d'un métissage qui est très fort C'est chez... assez amusant. En Ouais. fait, parce que tu la reconnais grâce à ça. Ouais. Et je pense que c'était. Enfin, il y a certains traits qu'ils ont gardés pour reconnaître le personnage. Mm. Par exemple, Jack, ils ont gardé ses sourcils, ils ont gardé certains trucs, tu vois. Ouais. Et c'est surtout le bas du visage qui est gardé en général, hein, plus que le... Je sais pas. C'est à ça qu'on reconnaît les gens. Je sais pas trop. Bon, Je pourrais bref. pas te dire, mais peut-être. Peut-être bien. Bref. Voilà. Donc effectivement, du coup, ça c'est intéressant de soulever Ouais. ça, puisque les avatars, effectivement, ont des caractéristiques un peu humaines. Mm. Et du coup, c'est cette espèce de entre guillemets, racisme Ouais. des Na'vi, Oui, c'est en ça. tout cas des Medcaïna, de la nouvelle peuplade, Ouais. qui les excluent, enfin qui se moquent d'eux parce qu'ils ont 5 doigts. 5 doigts, voilà, c'est ça. Qu'ils ont une queue minuscule. Qu'ils ont une queue- enfin voilà. Après, bon, là, c'est vraiment une caractéristique parce que c'est une des navires de la caractéristique forêt. Na'vi quoi. en- voilà. Ouais. Déjà, ils sont exclus parce que c'est des Na'vi de la forêt. Alors, en plus, ils ont du sang humain, du Ouais. sang de démon, comme ils Ouais, disent. c'est ça, Ils savent Ça pas a du mal à nager, passer. Ouais, ils savent pas nager. Ils savent pas garder leur respiration plus de. Ouais, du coup, ils doivent ouais. apprendre, ils doivent s'intégrer en fait. Ouais, c'est ça. Là, t'as un discours vachement actuel aussi là-dessus, Ah, sur ouais. l'intégration, Ah, bah, là, oui. sur les réfugiés, et c'est bien vu du coup, parce que c'est fait de façon pas si frontale que ça, et pas, encore une fois, pas moralisatrice comme sur l'écologie, Oui. au même titre que le message écologique, je trouve que c'est dans le ressenti, tu Oui, vis c'est- le truc à oui, c'est travers ça, eux, oui, c'est ça. et du coup dans le ressenti, tu vas te dire, enfin tu vas vivre le truc, tu vas pas te prendre le truc de plein fouet. Enfin, il y a un truc Oui, qui c'est fait ça. passer très très bien, C'est ça. là où d'autres films vont faire ça trop frontalement, et ça va Et c'est notamment être mal perçu. via justement les relations entre les enfants et la cruauté qu'ils peuvent avoir entre eux, les gamins, quoi. Oui, qu'il y a un truc, Ouais. qu'on que plein de gamins vivent. Oui, facilement, c'est ça. tu vois. Voilà. Et là, oui, tu vois, quand ils se moquent d'eux, en nageant, quand ils leur font faire des choses exprès, sans, Et quand il le paume là, au milieu de, oui, au milieu de l'océan, avec un quoi, c'est comme un requin, c'est ça? cette espèce de requin, ouais. Ouais. Moi, il me fait penser. Alors, moi, je suis passionné de paléontologie. Oui. Et Exact. je trouve que dans le bestiaire de Avatar, il y a beaucoup de références à des animaux préhistoriques. Mhm. Notamment les ptérosaures avec les icranes et tout ça. Et là, justement, l'espèce de requin, entre guillemets, que tu vois à un moment donné qui attaque l'Oak, il a beaucoup de caractéristiques d'un Cleostéus. C'est un poisson carnivore qui vivait il y a 300 millions d'années, avant les dinosaures. Et du coup, il avait, à la place des dents, c'était des os, tu vois. C'était une mâchoire énorme comme ça qui ressemblait... Enfin, oui. voilà, je pense qu'il a vachement puisé dans le... Ouais. Dans le Non, bah oui. dans des animaux disparus. Et du coup, D'accord. ça marche hyper bien. Bah, ça marche bien, oui. Et le truc fait bien flipper. Ouais, les animaux de cette époque-là, hein, ils étaient assez flippants en général. Hein. Alors, c'est un peu une redite. Enfin, tu vois, par rapport à la scène dans le premier film avec le Thanator, Ouais. la grosse bestiole qui ressemble à un léopard, du coup. Oui. D'ailleurs, t'as la même musique quasiment qui passe à ce moment-là. Donc, en fait, t'as plein de trucs qui sont des miroirs par rapport au premier film. Et là, il les réinvente encore une fois. Il les remet au bout du jour. Ouais. Et c'est pas la même chose. Tu vois. C'est un rappel, quoi. Mais ça sert à autre chose, quoi. C'est pas le même. Oui. Ça sert à introduire du coup Payakan pour ce coup-là qui va sauver le Hag justement en tuant l'espèce de requin chelou. Ouais. Voilà. Du coup, par contre, on était parti là-dessus. Je sais même plus. Parce que les personnages, oui, on était parti sur les personnages des enfants et puis les différences. C'est ça, on s'excuse un peu si Oui, on se paume. en fait, oui, c'est ça. Désolé si on se paume quelquefois parce que voilà, c'est la première c'est fois ça, qu'on fait ça mais et c'est pas toujours et puis, évident, donc, même voilà. si on a des notes pourtant, mais Voilà, et puis c'est pas parce évident. qu'on se On laisse dévie emporter beaucoup, par. voilà. Parce On qu'on est passionné, voilà. on dévie beaucoup. Voilà. Et donc, oui, on était sur le personnage, la fille adoptive jouée par Sigourney Weaver. Oui, Kiri du coup, ouais, qui est clairement est le meilleur personnage du film, je trouve. Enfin, c'est le plus intéressant. Ouais. Enfin, Oui, très intéressant. Enfin, Puis les on autres sent sont qu'elle- intéressants aussi, oui. mais je trouve qu'elle a un truc qui va vraiment montrer tout son potentiel dans les suites. Ouais. Et puis même quand on la voit justement évoluer dans le milieu de l'eau et qu'elle comprend très vite, qu'elle voit qu'elle est chez elle en fait très vite par rapport au reste de Elle la est très famille. curieuse, Ouais. tu sens qu'elle s'intéresse, enfin qu'elle va tout découvrir avec un œil très innocent en fait. Et elle est littéralement connectée à tout en fait. Enfin, et c'est en Ouais, ça que je c'est pense ça. que ça va être probablement l'incarnation de leur divinité là, de Ewa. Ouais, oui. Elle contrôle la nature comme Ewa, tu vois, elle l'utilise pour se défendre en fait. Ce que faisait.
Enfin, c'est clairement le mythe de la Ouais. Terre Gaïa, tu vois, qui est vivante, en fait. La Ouais. Terre qui est vivante. Et clairement, elle va pouvoir être en connexion avec toute Ouais. la planète, en fait. Ouais. Un truc comme ça va être un délire comme ça. Et c'est déjà le cas dans le film. Tu sens qu'il y a Ouais. des trucs là-dessus Ouais. qui est en filigrane. Mais ça va être ça, je pense. Enfin, Et ça aussi parce que justement sa mère, entre guillemets, le corps de sa mère humaine, Ouais. qui est joué par Sigourney Weaver, là, qui a été rendu quelque part, déposé comme tous leurs morts. Mais du coup, on sent que ça a une connexion. alors, attends, je te suis pas Tu sais, à la fin du premier, il me Ouais. semble, quand elle est, tu sais, comme Jake Sully, c'est pareil, le corps de Jake Sully, il est Oui. rendu aussi à la Terre, tu sais, il est un peu. Oui, on ne sait pas trop ce qui devient. Ouais, finalement. c'est ça, c'est que- Son corps humain, on ne Ouais. sait pas trop ce qui devient. C'est pareil Mais on sent pour, qu'il y a c'est comme pareil une pour connexion un peu via Grace ça. Augustine. Ouais. Tu sais pas trop. Ouais. Maintenant, je pense que son avatar va servir à quelque chose. Tu Oui, oui. vois. On le garde sous le coude, mais ouais, je sais pas. On verra bien. Donc, on va parler un petit peu aussi des Betkaina et du couple qui effectivement, elle est à la tête du clan. Voilà. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors c'est toi qui as leurs prénoms. Moi, les prénoms, je les ai plus. Oui, je crois que c'est Ronald. Oui, c'est ça, Ronald, Ouais. Lui, je sais plus. l'épouse. Mais et l'épouse, lui, c'est Ronald, mais je sais plus comment il s'appelle. plus non plus. Pourtant, je suis allé voir le film 3 fois. Hein. Ouais. Comme quoi. Bref, je retiens pas les noms. Hein. Non, mais c'est pas. Ouais. Oui, donc qui propose effectivement par rapport au Navi de la forêt là, qui c'est plutôt une société patriarcale, et là qui. T'avais déjà la Tsaïk, hein, t'avais déjà la. Je trouve que c'est sur le même fonctionnement pour le coup. T'avais déjà la chamane. Oui. Là, c'est le cas aussi, tu vois. Oui. Mais qui a une importance immense pour le coup Oui. par rapport au chef en fait. Oui. C'est-à-dire que tu l'écoutes d'abord elle que lui. Oui. Quoi, tu vois. Oui. Et là, ça sort encore plus, je trouve. Enfin, je te laisse Les continuer. sorciers, oui, non, mais. On découvre très vite un peu le couple qui est à la tête du peuple de la mer. Et on voit très vite que même si effectivement il y a un chef qui est là pareil, très viril, très costaud, très grand, avec beaucoup de décorations, de tatouages, et tu sens que quand la femme arrive, tu sens très vite Il est en retrait. Hein. il est en retrait, puis c'est elle vraiment, elle en Il a impose. besoin de son approbation. Ouais, en fait, c'est ça. Dès qu'il y a un truc à décider, il se retourne vers elle, et puis elle est très à l'écoute, elle fait des petits mouvements de tête, mais Très méfiante. Ouais, pour ouais. le coup. Donc joué par Kate Winslet, ce personnage, et qui et justement ça c'est important aussi. C'est évident qu'il a voulu mettre l'accent là-dessus que les navis, c'est ça aussi, quoi. C'est la femme. Voilà, c'est une chef, quoi. Voilà. Déjà, le fait que leur divinité soit désignée soit très féminine, leur divinité c'est Eoa. Ouais. Déjà, dans le premier, ça se ressent, c'est quand même quelque chose. Il l'oppose déjà dans le premier. T'as Quaritch, qui est à la tête des humains, en gros, qui représente le père de Jake. Ouais. Et la mère de Jake, c'est plus Grace Augustine et tout l'univers de Pandora, en fait. Il y a une position vraiment là-dessus. Avec un truc matriarcal et un truc patriarcal. Enfin, c'est très théorique, quoi. C'est très symbolique, plus qu'autre chose, tu vois. Oui. Mais ça marche bien, je trouve. Ouais, ça marche bien. Et puis, après, c'est jamais au centre, c'est jamais le cœur du truc, mais... Non, c'est pas le cœur du truc, mais on sent que c'est important pour lui, ouais, quoi. c'est Il voulait important, en c'est parler, rare, ouais. et ça marche bien, puis ça donne un peu d'air, quoi. Ça... De toute façon, le féminisme a toujours été dans tous ces films. Enfin, tous ces personnages féminins n'ont pas besoin des hommes pour progresser. Non. Tu vois. Au hasard, Alien, hein, n'est-ce pas? Au hasard, Aliens. Au hasard. Titanic, c'est un peu différent, mais Titanic, c'est clairement une femme qui va se détacher de son... Oui, c'est ça. Hein. De son milieu. Qui va sortir de son milieu et qui va s'affirmer. Voilà. Dans l'époque... dans une époque très compliquée. Voilà. Et oui, ça fait. Donc oui, ça c'est présent, c'est clair. Et c'est très bien vu. Oui. Et du coup, tu parlais de Kate Winslet. Oui, c'est ça. Qui apparemment aussi a subi un entraînement intensif, comme beaucoup d'acteurs, pour tourner des scènes en apnée très impressionnantes. Il devait tenir, je crois, au moins 3-4 minutes, au moins. Ah oui, c'est 3-4 minutes. Ouais. Je sais plus, j'ai lu ça vite fait, c'était genre 5 minutes, mais déjà 5 minutes c'est énorme, tu vois. Pour moi, ça me paraît. Oui, c'est de l'entraînement. Ouais. Et elle a tenu combien de temps? Elle a battu des records, je crois. Je crois que c'était pas 7 minutes. Un truc comme ça. C'est fou. C'est assez dingue.
Puis tourner, parce que bon, il y a- Bah, tu dois jouer. C'est tu ça, dois c'est ça, c'est que déplacer. non seulement tu dois avoir une maîtrise de toi Ouais. de dingue, mais en plus Ouais. tu dois jouer la comédie, quoi. Ouais. Bah oui, C'est non, mais fort. clairement, de la part des acteurs, c'est une prouesse. Hein, Ouais. ce film-là, on s'en rend pas compte, encore une fois. Ouais. T'imagines pas tout ça. J'en parlais avec je sais plus qui me disait, ah, mais en fait, tous les personnages sont joués par les acteurs. Oui. C'est ça. Oui. Quand ils sont dans l'eau, Ils sont vraiment dans l'eau aussi. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Ils subissent vraiment ce qu'ils vivent Ouais. en grande partie. Quoi. Si ça fait réaliste, c'est parce que d'abord, c'est des gens, quoi. Voilà, et c'est comme il ça, disait c'est Cameron, de toute joué, façon, quoi. mon film sans les acteurs, ce serait rien. Voilà, c'est réellement joué par les acteurs et ça se retransmet vraiment à l'image. C'est vraiment leur performance, plus que dans le premier encore. Dans le premier, tu avais une grosse partie de retouche sur les visages, sur les expressions, Oui. qui n'étaient pas au point. Là, tu en as beaucoup moins a priori. Oui. Et ça, enfin, tu vois vraiment, tu reconnais les acteurs clairement, Oui, on les beaucoup reconnaît plus bien. dans le premier encore. Ouais. Dans les expressions. Enfin, il y a des expressions, c'est dingue. Quoi. Quand Kate Winslet, moi je reconnais pas trop, mais après, je pense que. On peut pas, Oui, après, voilà. oui. Mais je trouve que les expressions sont extrêmement réelles. Enfin, tu ressens Ah oui, totalement. Ouais. plus encore que dans le premier. Les sourires, Ah oui, vraiment, il y a la lueur dans les yeux, enfin, il y a quelque chose de très vivant, quoi. Mais du coup, c'est à un tel point que maintenant, tu te poses plus la question de savoir si c'est vrai. T'as plus ce côté, ah tiens, c'est des effets spéciaux. Tu vois. Ah là, ce plan-là, c'est un effet spécial, et puis là, c'est un vrai. Ouais. T'as même plus ce distinguo-là. Maintenant, tu te dis, j'arrive même plus à savoir, en fait. Ouais, c'est ça. Le moment en plus il y a beaucoup de moments où on mêle humain et Navi et tu sais pas comment c'est fait, t'as même pas envie de chercher, tu te dis bah c'est bon, je me laisse emporter. C'est très impressionnant là-dessus. Ouais. Tout à fait. Oui. Et du coup même dans ces justement on parle de cette retranscription vraiment humaine en fait dans les Navis, tu arrives vraiment tellement à y croire en fait à ce truc-là et c'est vachement important en fait. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie de l'immersion. Je pense que l'immersion, c'est vachement le cœur du truc. Ça peut paraître gadget, l'immersion. Tu peux te dire, c'est parce que tu as envie d'être dans le cœur du truc et de vivre le truc à fond comme dans un manège. Ouais. C'est plus que ça. C'est vraiment, tu vas croire en cette créature-là qui n'existe pas. Oui. Tu vas t'identifier à elle, tu vas ressentir des émotions. Oui. Et ça, rien que pour ça, ce que tout le monde dit, c'est des belles images, c'est des trucs incroyables d'effets spéciaux. Mais ça sert ce propos-là de dire tu vas réellement vivre avec ces personnages un truc. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose, je crois, c'était à l'époque du premier, c'est qu'il y a des gens qui ont eu une espèce de cafard en sortant du film en disant voilà, ils aimeraient vivre sur Pandora parce qu'ils trouvent finalement que les humains sont tellement médiocres là-dedans, tellement prédateurs, tellement voilà, l'opposé des Navis que ils aimeraient, ce serait le pied d'être sur Pandora et de faire comme eux, quoi. Et là tu te dis, pour que les gens aient ça en tête, cette espèce de cafard un peu, genre ça nous arrivera jamais, c'est fort quand même, quoi. C'est un film, quoi. Ça a été un vrai truc, quoi, à un moment donné. Et ça c'est très fort. Mais parce qu'il sait te rendre ça vivant, en fait. Enfin, vraiment, vraiment vivant. Enfin, tu sens le truc, tu sens là, tu peux presque palper les objets. Et ça, c'était quelque chose qui me mettait où il faisait vachement attention sur le premier. Et la 3D participait en ça. C'est-à-dire que de vraiment pouvoir revenir à un truc hyper primaire tu te balades dans la forêt, en fait. Enfin, tu retournes à la nature. Le film te dit, regarde ce que ça fait quand même d'être dans la nature. Regarde comment c'est cool, quoi. Regarde comment c'est impressionnant, comment c'est vivant, comment c'est, tu vois. Te reconnecter avec ça. Tout ça participe en ça, en fait. C'est rien de gadget là-dedans. Je trouve que tout t'amène à ça. Et en plus, tu as du coup, grâce à ce film, à ce côté miroir, tu as vraiment un regard extérieur sur l'humanité. C'est-à-dire que du côté des Navis, tu vois les humains, c'est des ennemis. Et du coup, tu te vois à travers les yeux de quelqu'un d'autre, d'une autre espèce. Oui, c'est ça. Et ça, du coup, tu prends du recul sur l'espèce, sur les humains. Et ce qu'elle peut devenir, du coup, aussi. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Et ça, je pense. Enfin, j'ai pas d'autres films. D'arriver à nous. J'ai pas d'autres films en tête où il arrive à faire ça. Non, à ce point-là, non. Et les humains sont les envahisseurs. C'est un peu la guerre des mondes, mais tu vois, c'est tous les films où des extraterrestres envahissent la Terre, destructeurs, voilà. Là, c'est les destructeurs, c'est nous, c'est les. Alors, t'as un autre film comme ça, c'est District 9. Là aussi, pour le coup, c'est une histoire, encore une fois, d'extraterrestres qui sont clairement parqués comme des. Comme des sous-hommes, dans des ghettos, quoi. Des ghettos infâmes. Voilà. D'ailleurs, tourné en Afrique du Sud en plus, qui ramène à la condition c'est leur histoire aussi. Voilà. C'est leur histoire eux aussi. Donc et là aussi, mais t'as pas ce regard extérieur vraiment littéral. Tu vois.
d'être vraiment à la place. En plus, c'est la démarche du film, de te mettre à la place des navires. Donc, Oui. ça va plus loin encore dans ce sens-là. Même si le District 9, ça raconte encore autre chose. Hein. Oui. C'est pas le même film. Non, c'est Mais pas sur le le même fond, encore une fois, on a le même squelette de scénario, tu vois. C'est Oui. le même truc principal, même histoire de fond. Simplement, il va en faire totalement autre chose. film. Ouais. Voilà. Absolument. Voilà. Et peut-être je voulais juste revenir quand tu parlais tout à l'heure de la séquence justement où tu as la baleine qui vient, enfin l'attaque du bateau justement. Avec Payakan. Voilà. On peut clairement dire que James Cameron il s'est fait un beau clin d'œil à lui-même parce que c'est du Titanic. Oui. Bah, quand le bateau se retourne, coule et tout. Voilà, t'as des séquences vraiment où l'eau qui s'engouffre dans les couloirs, t'as des plans, c'est limite s'il a pas. C'est rigolo parce que tu sens qu'il a dû se marrer à faire ça, mais il a revécu un peu un Titanic. T'as un condensé de tous ces films là-dedans, t'as du Terminator 2 aussi, t'as du Terminator tout court. Avec le plan du début où il brûle toute la forêt, tu penses à Terminator, tu penses aussi quand le Courage tient son crâne. Oui. Tu penses à Terminator aussi, tu penses il écrase le crâne. quand il écrase son propre crâne. Sacrée scène. Scène de ouf. Tu vois pas ça souvent. Et c'est ça signifie plein de trucs aussi. T'as plein de trucs qui passent par cette scène-là. Et d'ailleurs, t'as plein de petits moments très humains aussi, tu vois, qui sont. Alors, Cameron, il fait ça dans pas mal de ses films. Des petits moments qui ne servent pas forcément l'histoire, mais qui te rattachent au personnage. Oui. Des petits moments de vie et tout. Juste moi, le truc qui m'a fait rigoler, c'est quand tu vois Took quand ils arrivent au village Medcaïna, avec toutes leurs affaires, tu vois Took qui saute sur cette espèce de ponton élastique. Un peu trampoline. Et c'est con, ça te fait marrer, mais en même temps, il est attachant parce que n'importe quel gamin ferait ça. Même adulte. Mais même moi, je ferais ça. C'est clair. Et ça te rattache, ça te dit, tu t'attaches avec ce genre de petits trucs. De petits trucs qui sont pas superflus du tout, au contraire. Puis t'as beaucoup de moments de contemplation, effectivement. Mais je trouve que. Mais qui durent pas tant que ça. Je trouve qu'encore une fois, c'est très rythmé. À propos de rythme, on peut parler de la musique. Moi, j'avais adoré celle du premier. J'adore James Horner. On retrouve un petit peu le petit thème là. Alors, j'adore James Horner qui est décédé. Qui est décédé en 2015. 2016, je sais déjà plus. Je crois que c'était plus récent. Il a eu un accident d'avion. Donc là, la musique, du coup, qui est la musique de Simon Franklin, donc du coup l'ancien collaborateur de James Horner, que je trouve un petit peu en deçà du premier, effectivement, mais à la réécoute, non, en fait, ça fonctionne bien, encore une fois. Oui. Après, moi, j'ai pas été très braqué sur la musique, mais moi, j'ai surtout reconnu, j'ai reconnu le thème du précédent, ce thème un peu. Qui sont un peu distillés tout au long du film. Des fois, c'est un peu étrange parce que, au premier visionnage, encore une fois, c'était des rappels sur le premier film. Et du coup, je pensais à la scène du premier film quand j'entendais la musique parce que je les ai passés en boucle. Quand c'est sorti depuis 10 ans, je me les passe en boucle. Du coup, je repensais à la scène du premier film. Et ça me sortait un peu du film, du coup. Puis à la réécoute, en fait, ça va. Mais toujours, moi, j'aime beaucoup James Horner. Donc. Et clairement, il a su rester dans le. Parce que. Franklin bossait aussi sur ces films-là, donc c'est pas. Voilà. C'est pas un gars qui est arrivé. C'est pas un mec qui avait rien à voir, du coup, avec l'univers, qui avait déjà bossé sur Avatar, donc ça, c'est cool. Voilà, pour la musique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, du coup, effets spéciaux, peut-être, pour aller tranquillement vers la fin du podcast, parce que ça fait quand même. Je sais pas combien de temps on parle, mais. Plaisir. Il faut. Donc j'avais dit que je parlais de la performance capture qui avait été améliorée, effectivement, on avait plus d'expression, etc. Sur la 3D, peut-être. Donc revenir un petit peu sur la 3D, qui pour moi est au top. Au top. Ça fait partie quand même des rares films où la 3D sert à quelque chose. C'est ça. Et a été un vrai outil, en fait. C'est un outil narratif, c'est pas un gadget pour moi. De toute façon, moi, il n'y avait que ça que je vais voir en 3D. Le reste, moi, ça fait des années que j'ai lâché ça. Ils essaient de nous en servir de temps en temps pour essayer d'appâter les gens quand le film est moyen. C'est un argument commercial. Voilà, ça. Et là, c'en est pas un. Là, c'est c'en est un aussi. Mais ça fait partie intégrante. Heureusement, c'est un film qui a été tourné pour ça. Ça sert le propos, effectivement. Puis c'est l'impression que tu as dès le début que c'est vraiment c'est agréable parce que tu as la 3D qui est pas agréable, puis qui est mal faite, qui te donne l'impression de regarder des personnages miniatures dans des décors bizarres. Là, c'est pas le cas. Là,
c'est immersif, c'est propre, c'est... T'as l'impression d'avoir une fenêtre en fait qui s'ouvre en fait, ouais. et tu plonges dans un truc. Enfin, Ça lave, je dis l'expression, mais la première impression, t'as l'impression que ça te lave les yeux. Après, tu t'y habitues comme beaucoup de films, mais sur le coup, t'as une telle netteté, telle clarté de. Puis, la texture aussi. Ça rend la texture encore plus. Les couleurs, tout est chouette. Les couleurs sont dingues aussi. Et là, en plus, il ose, là où t'as plein de films qui sont très très gris, je trouve. Là, c'est un peu à la mode, quoi. C'est à la mode depuis 10 ans, et là, les couleurs, elles y vont, quoi. Ça pète de partout. Puis là, il peut que faire ça de toute façon. Enfin, si aussi, c'est parce que c'est le fait que les gens, quand on les entendait dire les gens à la sortie, j'aimerais, ce serait tellement beau d'y habiter, mais c'est aussi parce que c'est un monde qui est coloré, qui est chouette, qui est chaleureux, mais là, tout pensé pour te dire, tout est amplifié, tout est démesuré, et puis poussé à fond. Puis c'est pas une terre qui est malade surtout, quoi. C'est ça, c'est qu'elle est bien portante, les gens vivent en harmonie, et les humains viennent tout saccager, quoi. Exactement. Mais moi je pense à un plan particulier en 3D, je me suis là au troisième visionnage, déjà au deuxième visionnage j'avais noté, mais là en revoyant encore je me dis c'est vrai que ce plan là sans la 3D ça marcherait moins bien. C'est qu'il y a un moment donné où du coup quand Loak rencontre le Payakan, donc le Tulkun un peu banni comme lui d'ailleurs, la baleine, c'est la baleine si on veut, moi j'appelle ça un Tulkun, j'aime bien un Tulkun, ça me fait rire. J'aime bien le nom. Quand il le rencontre et du coup quand il revient au village la nuit, du coup il abandonne le Tulkun qui replonge sous l'eau, et t'as du coup la caméra qui est au-dessus de l'eau en fait, et tu vois en amorce le Loak qui est en train de nager, et tu vois le Tulkun qui plonge sous la surface de la mer et qui disparaît dans l'eau noire en fait au fond. Et avec la 3D c'est vraiment cette sensation de profondeur sous la surface de l'eau qui est vraiment là, où tu vois cette immensité que t'as pas en 2D, t'as pas du tout cette perception, et c'est un des plans où tu te dis sans la 3D tu perds quelque chose, tu perds cette sensation. Non, c'est pas Gadget, sauf dans certains films. Hélas. Mais du coup un autre truc qui n'était pas là sur le premier, c'est le HFR, le High Frame Rate, et du coup est-ce que tu veux nous en parler? Oui, de toute façon c'est pas... Après, globalement, dans le cas d'Avatar en tout cas, c'est parce que ça peut désigner plusieurs choses, mais dans le cas d'Avatar, il me semble que c'est du 48 images par seconde. C'est ça, c'est du 48. Il y a a priori, c'est 48 images par seconde. Et qui ajoute encore à la magnificence, quoi, de l'image, quoi. Vraiment, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perturbés par ce truc-là. Ça dépend, parce toi, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Moi, ça m'a plu. Alors, moi, je sais qu'il y a des films où moi, j'avais tendance à me dire des fois, quand j'ai vu certains films, je sais que pendant longtemps, il y avait eu Gemini Man, tu sais, avec je l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits, moi. Et là, il a été tourné, la HFR est beaucoup plus élevée, je crois que ça va jusqu'à 120 images par seconde. Alors, du coup, ça fait une animation très particulière. C'est pas trop net, mais on a une drôle d'impression. C'est vraiment le côté un peu peut-être trop réaliste. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le rendu un peu. Mais moi, je l'ai bien aimé parce que elle était complètement cohérente en fait avec. C'est un film visuel, c'est un film immersif, et ça joue énormément dans l'immersion, évidemment, quoi. Ça plus la 3D, Alors, ils avaient amené ça déjà, Peter Jackson avait amené ce HFR sur le Hobbit. Et ça avait beaucoup déçu parce que les gens n'étaient pas forcément habitués, mais parce que je pense qu'il y a aussi il faut s'adapter aussi au niveau des maquillages, des décors, tu vois. Oui, c'est ça. Là, tu perçois tout mieux en fait. Et du coup, si ton décor il est cheap, tu vas mieux le voir. Oui, c'est ça. Et ça peut apporter des problèmes. Donc il faut que ça suive, le reste suive. Mais la 3D c'est pareil. C'est même idée qu'il faut s'adapter quand même. J'avais interviewé une fois pendant mes études une maquilleuse qui me disait qu'elle déjà entre la pellicule et la numérique, tu ne maquilles pas de la même façon tes acteurs. Donc il faut vraiment tout adapter. Il faut toujours tout adapter. Et là, le high frame rate, c'est ça, c'est qu'il faut. T'as beaucoup plus d'images. Alors je pense que c'est vachement intéressant. Et je pense qu'il faut tendre vers ça parce que ça rajoute de la lisibilité. On était toujours limité à 24 parce que c'était le minimum pour que ce soit perceptible.
Maintenant, on peut faire plus, pourquoi pas en fait, c'est pas gênant, enfin c'est pas gênant, il faut s'habituer. Mm. Maintenant, dans Avatar 2, dans le cas présent, le problème pour moi, ça m'a posé un tout petit problème. C'était pour... Ah oui, d'accord. Bon, alors j'ai beaucoup aimé le HFR, au contraire, tu vois, dès le premier plan, tu as le logo qui apparaît, d'ailleurs je te dis, ça HFR, ça HFR. Oui, je me rappelle. Ça fonctionne super bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que moi j'aurais aimé que tout le film soit en HFR. Et tout le film n'est pas en HFR. Dire que le James Cameron a choisi certains plans qu'il a mis en HFR et d'autres non, qui sont restés en 24 images par seconde. Alors, je pense qu'il a pas voulu, justement, il a voulu faire gaffe pour pas que les gens soient gênés, et distiller en fait pour pas que les gens soient gênés. Mais moi, j'aurais carrément kiffé que ce soit tout le film comme ça. Ouais. Ça aurait été moins. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été gênés par le changement en fait de frame rate. Ouais. Tu vois. Moi non, ça m'a pas gêné. Sensible, mais moi non, ça m'a pas gêné non plus. Mais je pense que j'aurais encore plus kiffé que si tout le film avait été en HFR. Il ne faut pas hésiter à faire du HFR, c'est trop bien. Il aurait coûté quelques millions de plus. Probablement. Du coup, on a fait le tour un peu sur le film. Moi, j'avais une petite anecdote à te raconter sur mon deuxième visionnage. Pour revenir un peu sur cette idée que c'est un film qui parle à beaucoup de gens et qui parle vraiment à tout le monde. Son sujet, c'est la famille. Hein. On a pas trop... Enfin, on a parlé, mais la famille est au centre du film, mais c'est aussi le parcours de Jack qui, au début, fuit pour protéger sa famille. Il fuit le conflit, les humains, et il finit par faire face. Et à la fin du film, Jack, il va délaisser son côté ultra autoritaire qu'il a avec sa famille, parce qu'il les prend littéralement pour des soldats à ses ordres, quoi. Et il va vraiment abandonner ça à la fin en étant sauvé par ses enfants. Et je pense que t'as... Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très émotifs sur la fin du film, sur tout ce que ça raconte. Moi, ça m'a impacté, mais je pense que ça va impacter surtout des parents, tu vois. Ouais. Sur tout ce que ça raconte. Et dans la salle, il y a... Alors, c'était amusant, parce que t'as tout le monde, enfin tous les âges vont voir ce film. Enfin, t'as des gamins, t'as des adultes, t'as tous les milieux sociaux. C'est ça qui est vachement cool avec ce genre d'événements, de film événements. Ouais. Et là, j'étais dans une petite salle. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait une vingtaine de personnes. Et pas loin de moi, je voyais une petite mamie, tu vois, de 80 balais, je pense, vraiment, qui est toute seule. Et je te jure qu'à la fin du film, sur les moments les plus émotifs, quand t'as Neteyam qui meurt, et voilà, elle était en larmes, elle pleurait et tout, elle avait son mouchoir. Et même un peu avant ça, tu sentais que, enfin, il y avait des moments où vraiment elle était. Donc je pense il arrive vraiment à. Ça prouve encore une fois, moi ça m'a fait quelque chose parce que c'est un de ces rares films qui touche tout le monde et t'impacte tout le monde, alors que c'est un film de genre, un film de science-fiction, ce qui d'emblée ne touche pas forcément tout le monde. C'est parce qu'il arrive à choper cette émotion, ce truc universel que tout le monde a déjà connu ou que tout le monde connaît en fait, tu vois, qui est ancré vraiment. Et il arrive à faire appel à ça et à te le rappeler à tout le monde, quoi. À te rappeler à chacun ce que ça fait de perdre quelqu'un, ce que ça fait de telle ou telle chose, etc. Enfin, vraiment, c'est... Je sais pas comment expliquer, peut-être que c'est pas clair. C'est très clair, mais il arrive à toucher tout le monde, quoi. C'est un sujet universel, mais et il revient à des trucs simples et puissants, quoi, qui parlent à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est pas forcément simple. T'as pas besoin forcément d'avoir des retournements de dingue. Il y a énormément de propos. C'est simple, l'histoire est simple, mais il y a énormément de propos. Complètement. Mais t'as des films comme ça. On a regardé Là-haut avec ma chérie l'autre jour. Là-haut de Pixar. Tu te souviens du début? Oui, toute l'histoire du couple. Les 5 premières minutes. C'est très émouvant. T'as quasiment. Alors t'as très très peu de dialogue. Mais surtout la séquence qui est un peu clippée, enfin comment dire, qui s'enchaîne un petit peu sur le couple qui grandit ensemble, etc., qui vit ensemble, qui se marie, etc. T'as pas de dialogue du tout. Et en 2 minutes, il arrive à te faire passer des milliers de trucs dans la tronche. Et il te finit ça avec un truc hyper dramatique et tu pleures. Oui. Enfin, pardon. C'est, tu vois, simple, mais ça te reste en tête. C'est le truc dont tout le monde parle pour ce film-là. Et c'est hyper simple. C'est ça. Donc arrêtez de dire que les trucs simples, c'est pas bien, c'est trop simple. C'est trop simple. Non, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bien. Et à l'inverse, tu peux avoir un truc trop compliqué et ça raconte rien. C'est ça. Voire c'est mauvais, carrément. Voire c'est carrément mauvais et compliqué. C'est ça. Il ne faut pas ajouter des trucs inutiles, en fait, sur charger un film qui n'en a pas forcément besoin.
Voilà, écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le film malgré que non, peut-être j'essaierai de retourner le voir quand même parce que. Est-ce que tu l'as préféré au premier ou pas? Tiens, question un peu bateau, mais sur du ressenti personnel. Parce que du coup, c'est notre. Je ne sais pas. Tu Faudrait que je revoie tu le revois. Faudrait que je revoie le premier déjà. Ouais. On se le mate ce soir. Ouais. Je ne sais pas. Quelle version? Tu sais qu'il y a 3 versions. Le mec est chaud. Ouais. Totalement. Non, mais il faudrait que je revoie le premier, que je me revoie à nouveau le 2, mais je sais pas lequel j'ai préféré. Faudrait vraiment que je revoie. Ok. Très difficile. Ok. Et toi? Alors, c'est très difficile aussi à dire, mais je pense que je reste quand même sur le premier. Alors évidemment, tu as la découverte. C'est ça. Mais je trouve que le premier reste sur une ligne droite très claire, alors que le deuxième a introduit beaucoup de trucs. Et moi, ça m'a un peu gêné. Mais t'as les trucs qui sont introduits un petit peu avec force, je trouve, dans le deuxième. On te dit, en fait, sur le premier, tu savais pas, mais machin avait un enfant. En fait, ils ont transposé leur conscience et tout. Oui. Enfin, pas leur conscience, leur mémoire. J'insiste là-dessus. Ouais. Mais il y a une volonté vraiment d'aller très très loin, d'ouvrir en fait l'univers, qui est peut-être un peu rapide. Et voilà, et il y a peut-être un peu moins de contemplation par rapport au premier, que j'aimais bien, je sais pas. Enfin, c'est purement personnel, je pense que les deux sont très très intéressants. Ouais. Et se renvoient beaucoup de choses en fait l'un à l'autre, et il faut les revoir. Ouais, il faut les revoir. Si vraiment vous avez pas vu, vous avez vu Avatar à sa sortie, vous avez un petit peu... je connais des gens qui m'ont dit ça a peut-être vieilli. Non, rematez-le, vraiment. Vieilli, oui. Revoyez-le. C'est plus mal que ça. Hein. Ouais, revoyez-le. Le mec avait 10 ans d'avance en 2009. Hein. Oui. Et là, c'est pareil. Je pense que là, on va enfin, le visuel qu'on a là, on l'aura pas de façon standardisée avant 10 ans. Oui. Mais de toute façon, le gars, il plie le game du... Ouais, au niveau technologique, c'est sûr. Enfin, oui, niveau technologique, j'entends. Ouais. Et c'est une révolution technologique. Maintenant, l'histoire est efficace. Ça n'empêche pas. Voilà. Donc, revoyez Avatar à la voix de l'eau. Et attendez le 3 avec impatience, parce que moi, je l'attends avec impatience. Il a déjà parlé un petit peu du 3. Ah ouais. Il a dit que cette fois-ci, ce serait a priori un autre peuple encore, une autre peuplade. Où là, ce serait le peuple des cendres. Ouais. Et du coup, il y aurait plus de... Il parle d'une inversion un peu de gentils méchants, où ce serait plus les navis un peu méchants. Enfin, on partirait vraiment sur des navis un peu plus... peut-être du côté des humains, ce genre de choses. Ouais, d'accord, ok. Ouais, un peu des collabos. Des navis collabos. Troubler la frontière. Mais en même temps, ce serait logique. Ils sont logiques, ce serait... Ce serait trop facile de dire tous les navis sont gentils et tous les humains sont méchants. C'est ça. Ce qui commence d'ailleurs dans le deuxième déjà à se sentir un petit peu. Ouais. En tout cas, ça s'annonce, quoi. Voilà. Est-ce que c'est le moment d'ajouter quelque chose ou pas? Parce que je pense qu'on va pas tarder à conclure. Il faut conclure. Hein. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mais là on pourrait tenir pendant des heures là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on parlera d'un film la prochaine fois, d'un film. Puis on s'est dit qu'Avatar, voilà, c'était frais, on voulait en parler. Ouais. Même si c'était pas évident, parce que c'est quand même... Malgré tout, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Ouais. Malgré tout ce que les gens peuvent en penser. Donc c'était pas forcément la solution la plus simple, mais bon, allez, on s'est essayé au jeu. Vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé du film, de notre podcast, si vous avez des conseils, des idées, je sais pas moi, si ça vous a plu ou pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est une proposition. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. C'est notre avis, hein, évidemment, on n'impose pas notre avis à qui que ce soit. Non, bien sûr. Ce n'est pas une vérité universelle, c'est notre avis, on insiste un peu là-dessus, parce qu'il y a des gens qui confondent un peu tout ça. Oui, c'est ça. Chacun fait son idée sur un film. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je sais pas combien de temps on a enregistré, mais merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Merci. On peut peut-être terminer sur si tu as des actus à dire sur ton spectacle d'improvisation. Oh bah écoute, moi ma troupe d'impro... c'est comment il s'appelle déjà du coup? La Spécial K. La Spécial K. Troupe de Rennes. Hein, voilà. À Rennes, parce que du coup on est Rennais. Nouvelle troupe de cette année. On est Rennais. On est à Rennes. On est Rennais. Voilà. Donc une troupe qui s'est créée parmi les nombreuses troupes d'improvisation rennaises, parce que c'est une ville d'improvisation, Rennes. Et voilà, on est une nouvelle troupe... alors, j'en ai fait d'autres par le passé, mais donc on l'a créé cette année, et puis on a commencé à jouer là, au mois de décembre, et puis notre prochain cabaret d'improvisation... c'est quand du coup normalement c'est le mois prochain, c'est le premier vendredi de février, le 3 il me semble, au bar Le Panama.
Ok, si Voilà. le podcast est publié avant, j'espère. Ouais, on verra. Allez-y, foncez, c'est cool, c'est trop bien, on passe Voilà. un super moment. Voilà. Moi, mon petite actualité rapidement, je termine un court-métrage un peu particulier, d'ailleurs auquel tu as participé en tant qu'acteur. Absolument. Voilà, ça parle de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est filmé, c'est pas filmé du coup, c'est enregistré en audio binaural 3D. Encore de la 3D, on aime bien la 3D, on adore la 3D ici. Il y a une thématique. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est audio 3D du coup, donc ce sera accessible à tous puisque on peut l'écouter avec n'importe quel casque audio ou écouteur audio. Mais absolument avec un casque. Mais absolument avec un casque. Ça a beaucoup moins d'intérêt. Beaucoup moins d'intérêt d'écouter ça sans casque. Voilà. Donc ce sera, pour l'instant, on est au montage. On attend encore la musique de notre ami Wilfried. Et du coup, ça sortira, j'espère, le mois prochain. Voilà pour les petites activités. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et partout où vous pouvez. Et merci encore de votre écoute et à très bientôt pour un prochain film. Salut Simon. Salut Arthur.